pose mon front sur le sol. Frérot, je suis solo. La vie ne fait pas de cadeaux. Frérot, je suis solo. Rimkoff, 9-4, Monster. Spécial pour Rap Elite. Site rap français. Casse pas ta tête, frère. Les refrains sont là. Yeah. Grand respect à vous parce que c'est un site internet et que j'ai vu évoluer. Vous m'avez interviewé il y a longtemps. Dans les débuts, vous étiez en train de commencer tout ça. Et j'ai senti qu'il y avait une envie, j'ai senti qu'il y avait une vraie... il y avait quelque chose, il y avait une motivation. Et de vous voir là, plusieurs années après, carré, propre, petit micro, machin, les caméras, les trucs, je vois vos interviews passer. J'entends souvent dire que vous êtes parmi les meilleurs intervieweurs du rap français. Et ben franchement ça c'est quelque chose que j'ai envie de souligner aujourd'hui. Franchement bravo à vous les frères, respect. Et tu peux nous dire quel est le morceau que tu vas envoyer en clip prochainement? Prochainement, il y a des clips qui sont déjà clippés, il y a des morceaux qui sont déjà faits. Il y a Monster qu'on a déjà clippé, qui est le premier titre du projet. Il y a le solo de AP qui s'appelle Sissi Chacal, que j'ai mis dans mon projet aussi, qui est déjà clippé. Et on est en train de préparer justement le clip avec l'artiste et d'autres clips derrière, avec des featuring. D'accord. Maintenant, on va revenir sur certaines phases de ce projet. Ouais. Donc, tu parles du game, du rap game, on va dire. Ouais. Dans Monster, le premier morceau du projet, tu dis j'ai fait 1000 fois le tour du game, c'est tous des merdes. Tu vas un peu fort et ça va un peu, c'est un peu à l'opposé de l'image qu'on a de toi, le tonton qui s'entend avec tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là quand tu as écrit cette phrase? Quand j'ai écrit cette phrase, je parle de ma carrière en général. Ouais. Je vais pas te mentir, frère. Le rap, nous, on l'a kiffé comme une passion au départ. Et puis après, c'est devenu un business. Et à partir du moment où c'est devenu un business, tous tes sentiments, tous tes principes, etc., ils en prennent un coup. Parce que le business, c'est pas personnel, frère. C'est deux choses différentes. Le business, il n'y a pas de cœur dans le business. T'as vu, c'est des chiffres et de la froideur, frère. Tu vois, donc forcément, tu vois pas le game pareil. Et puis, j'ai une longue carrière. Donc, j'ai pas fait que des succès dans ma vie. Et quand tu vois le changement de l'être humain face à la réussite des autres, tu te dis mais vraiment, il y a vraiment des salopes dans ce milieu, tu vois. Donc, c'est dans ce sens-là où je le dis. Je leur dis vraiment que j'explique qu'à un moment ou à un autre, tu seras forcément déçu. Parce que la musique, c'est quand même, tu donnes de toi, mon frère, dans tes disques. Tu parles de toi, tu parles de ta famille, tu parles de... Tu vois, il y a une grosse dimension humaine, tu vois. Et avec ça, il faut faire du business, t'imagines? Il y a un truc de paradoxe là-dedans, tu vois. Et c'est pas facile à vivre. Donc forcément, à un moment ou à un autre, t'es déçu. Ouais, de l'attitude de certaines personnes dans le biz, etc., c'est ça? C'est ça. C'est pas les acteurs du rap français que je vise, c'est les gens du business. Quand je parle du game, c'est le jeu. C'est le jeu, c'est les majors, c'est les gros médias. C'est de ces gens-là que je parle, frère. Ces gens-là, ils se sont appropriés notre business. Et aujourd'hui, tu vois, l'évolution du rap, elle n'est pas forcément comme j'aurais aimé, tu vois. Moi, perso, de voir qu'il n'y a pas un seul mec, rappeur ou compositeur, producteur impliqué dans les gros médias français ou dans les grosses majors, ça me fend le cœur en deux. Parce que ça, malgré tout, c'est nous qui avons fait ce business, c'est nous qui l'avons créé, tu vois. Et voilà, de voir la récup, ça fait mal au cœur. Mais par exemple, quelqu'un comme toi, pourquoi est-ce que tu n'as pas essayé d'être DA dans une maison de disques ou quoi ou qu'est-ce? Parce que c'est des anciens comme toi, peut-être qu'on aimerait bien voir à certains postes clés des maisons de disques. C'est sûr, c'est pas des propositions qu'on n'a pas eues, hein, je ne veux pas mentir. Moi, j'ai eu à un moment cette proposition, sachant que j'étais plus de 10 ans à Sony, plus de 15 ans. Et on m'a fait des propositions, ils voyaient comment je me débrouillais avec Frénésique, où j'ai pas fait un seul déficit. Ils ont toujours gagné de l'argent avec moi, Sony. J'ai peut-être sorti 7, 8 disques chez eux. Ils n'ont jamais perdu 1 euro.
avec des gros investissements. Donc à partir de là, les mecs, ils ont voulu me donner les rênes à un moment donné en me disant, bon, est-ce que Frénésique, ça peut pas devenir un sous-label chez Sony? J'avais déjà un label deal, je pouvais signer qui je veux, faire ce que je veux, et les mecs étaient prêts à me donner un budget pour aller signer des gens. C'est quelque chose que j'ai refusé. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est la façon dont ça allait se faire. J'allais être un sous-traitant pour les grosses majors. Parce que c'était quoi? C'était, tiens, un budget, va signer tes petits frères, pour rien du tout, ramène-les nous, essaye de les faire péter, et ceux que tu vas faire péter, alors après on va les récupérer. T'as compris le délire? Ouais. Moi je l'ai compris comme ça, je l'ai vécu comme ça. Donc Ouais, j'ai refusé, tu vois. T'as pas vraiment donné les clés du camion, comme on dit, quoi. En fait, c'était pas. C'est ça, frère, c'est ça. On te donne, c'est ça, on te donne pas vraiment les clés de la maison. On te dit pas, tiens, vas-y, éclate-toi, fais ce que tu veux. Tu vois, et c'est pour ça que j'ai refusé, tu vois. Et quand tu vois qu'il y a peu d'anciens à des postes clés dans des maisons de disques ou des gros médias aujourd'hui, est-ce que t'as pas un arrière-goût d'inachevé ou quelque chose comme ça, tu vois? Bien sûr, parce que forcément, dans les postes clés, il faut des gens d'expérience, il faut des gens qui ont du vécu, et dont on en fait partie. Donc forcément. Et après, j'ai pas non plus des regrets, parce que c'est pas des gros regrets, parce que c'est pas quelque chose que j'aime faire. Tu vois, être animateur radio ou... on bat les couilles, frère, franchement, faut pas te mentir. Et même me lever à 9h, être dans les bureaux à 10h, rentrer chez moi à 19h, je veux pas de cette vie, frère. La vie de bureau, elle me dégoûte. Je l'ai fait avec Frénésique, j'étais obligé des fois de le faire. Faire de la paperasse, des jours de paperasse, des trucs, tu vois, il y a de l'oseille, il y a des trucs en jeu, donc forcément, t'es obligé. Faut être un minimum structuré. Ouais. Ça m'a cassé les couilles de fou. Donc, voilà. Ouais, bien vite, ça t'a saoulé, en fait. C'est ça, frère. Et que dans le même morceau, tu dis que tu rêves d'anonymat. Qu'est-ce que tu ferais si demain, tu venais à arrêter le rap? Plein de choses. Plein de choses. D'ailleurs, je fais plein de choses à côté. Qui sont en développement. Et sachant que je fais toujours du rap, j'ai pas vraiment tout le temps qu'il me faudrait pour réaliser tout en même temps. Faire des disques de rap et faire les projets à côté. Maintenant, il y a des projets hors musique qui vont arriver dans les 2-3 années à venir et qui vont prendre de la place dans ma carrière et forcément, je ferai moins de musique. Ça, c'est sûr et certain. C'est prévu, c'est comme ça. Même si j'ai des gros succès à venir, on ne sait pas ce que Dieu nous réserve. Peut-être que Monster ou que l'album que je ferai derrière va connaître un gros succès. Et malgré ça, c'est pas ça qui va me tenir à continuer à faire des disques comme je le fais depuis 15 ans. Non, j'ai d'autres envies. C'est autre chose au bout d'un moment, c'est ça? Bien sûr, et puis même, c'est un devoir. Parce que si nous on le fait pas, qui va le faire? T'as tout eu, frère, t'as tout fait dans le rap. Tu vas faire quoi après? Bah, tu continues à te développer dans l'urbain, dans le social, dans plein de choses comme ça. J'ai eu la chance de faire plein de trucs dans le cinéma, tu vois. Le cinéma, il m'a déjà ouvert les portes plus d'une fois. Donc, c'est des choses auxquelles je pense. J'essaie de créer mes projets aussi, cinématographiques, tu vois. Je suis là-dessus depuis un petit moment. Et puis, j'apprends en même temps. Donc, ça met du temps à se mettre en place, tu vois. Dans un morceau, tu dis, je veux pas d'une bimbo, je veux pas d'une Kimka. Bah, c'est d'ailleurs dans le morceau Seul, tu vois. C'est vrai que toi, depuis le début de ta carrière, tu as toujours été quelqu'un de très simple, on va dire. Et même, tu le revendiques souvent, je suis tonton, quoi, je suis tonton Rimka. Mais est-ce que les bimbos, selon toi, elles sont pas plus tolérées qu'avant? Bien sûr, c'est les mœurs, ça. C'est en train de changer, frère. T'as vu, ça devient n'importe quoi, frère. Moi, je suis choqué des fois, hein. Je vais pas te mentir. Ça fait vieux jeu, mais quand je vois des petites de 15 piges postichées, frère, du maquillage de partout, avec des décolletés ici et des trucs à la têche, voilà, ça me fait mal au cœur, frère. Je vais pas te mentir. Je me dis, oh, on va où comme ça? Et après, c'est quand tu regardes, les parents, ils disaient la même chose de notre génération. Ouais, putain, vous êtes des cinglés, à notre époque, c'était pas comme ça. Tu vois? Donc ça change, mais ça évolue pas forcément comme j'en avais envie, parce que je trouve que le respect se perd de plus en plus, quoi. Tu vois, le respect de soi-même, en fait, je trouve. Tu vois. Et aujourd'hui, et quand je parle d'anonymat et d'être une star,
Là, aujourd'hui, n'importe qui peut créer un buzz, frère. C'est n'importe quoi. Mm. Tu peux être connu, hein. Mais pourquoi? Tu vois? Pour quelle raison? Il y a plein de gens qui sont connus aujourd'hui, hein. Des Nabila, mais t'as fait quoi de ta vie? Tu comprends ce que je veux dire, frère? Pourquoi tu es connu? T'as compris le délire? Et voilà, c'est de ça quand je dis... et tu vois, et aujourd'hui, dire que je suis une star, c'est presque dévalorisant, tu vois? Ouais, mais en fait, quand tu regardes bien, quand tu prends des exemples comme Nabila ou Zaya, etc., ça devient des icônes. Aujourd'hui, non, c'est des exemples pour certaines personnes. Ouais, pour les salmômes. Pour les gamins qui n'ont pas compris à la vie. Après, ces gens-là, ils arrivent qu'à bluffer les mineurs, frère. Après, et même ces gens-là, hein, au bout d'un moment, ils les perdent. Ils se rendent compte par eux-mêmes. Dès que ils évoluent dans la tête, ils se disent, mais c'est de la merde, ça, tu vois? D'accord. On va parler d'un sujet un peu plus sérieux. Ouais. On va parler du morceau Tristesse. Mhm. Malheureusement, ce morceau, enfin, quand tu l'as écrit, je pense pas que c'était par rapport aux attentats, mais Non. il est en phase avec l'actualité. C'est ça. Tu peux nous raconter la jeunesse de ce morceau, comment tu l'as écrit? Bah, ce morceau-là, il est venu au cours du disque aussi. Et faut savoir que, moi, bah, les gens le savent, je suis très proche de mon pays, je suis très attaché à l'Algérie. Et le terrorisme et les attentats, c'est quelque chose qu'on connaît très bien. C'est quelque chose qu'on a vécu. Moi, pendant des années, je n'ai pas pu me rendre dans mon pays. Parce que, pour plein de raisons. D'où j'habite, le voisin, on lui a mis la tête d'un flic. On l'a décapité à côté de chez moi, par exemple. Tu vois, des trucs, des vrais, la vie de, la vraie, tu vois, la vraie vie sous le terrorisme. On l'a connu, nous, les Algériens, pendant 10 ans. Donc forcément, c'est un thème que je connais. Et après, quand tu vois qu'après en Tunisie, en truc, en machin, voilà, c'est un sujet que j'avais envie de traiter, tu vois. Et puis après, il y a eu les attentats de Paris et tout, et ça a rejoint ma gamberge, tu vois. Je l'avais écrit avant, bien évidemment. Je l'avais écrit avant tout ça. Et mais après, quand j'ai vu tout ça, tous les nouveaux événements, j'en ai quand même mis 2-3 clins d'œil dans le morceau, quand même, au passage. Et comment est-ce que tu as vécu tous ces attentats, toi? Frère, comme un être humain, frère, c'est de la boucherie, ça, c'est pas lié à la religion, ça, c'est pas... Franchement, c'est de la folie, ça. Ça, pour moi, c'est des gens très faibles, mentalement, qui ont été engrainés, et qui ont été endoctrinés de la mauvaise manière et qui ont foutu leur vie en l'air, et c'est la vie d'innocents. Personne ne peut cautionner ça, frère. Personne. Celui qui cautionne ça, c'est pas quelqu'un d'humain, frère. C'est tuer des innocents, frère, des femmes, des gens qui n'ont rien demandé, frère. Tu vois? D'accord. Et est-ce que tu sens la France divisée, toi? Oh, comme jamais. Comme jamais. Et j'ai eu la chance de voyager grâce à la musique. Ça me rappelle New York, frère. Ça me rappelle les States qui sont en train de s'arriver en France. Et les gens sont en train de se communautariser. Tu vois, à New York, c'est les quartiers maintenant. C'est plus les communautés. Il y a des quartiers carrément. Il y a des quartiers asiates, il y a des quartiers roumains, il y a des quartiers de blacks, il y a des quartiers d'hispaniques. Et c'est ce qui va arriver en France, je pense, au fur et à mesure. Tu vois? Et ça, c'est dommage. Dommage pour toi. Bien sûr. Quand tu vois nos banlieues, il n'y a pas plus beau exemple de mixité que les quartiers français, frère. On vit tous ensemble. Tu vois, je vois à Vitry, il y a des nouvelles communautés. Il y a des Russes maintenant, il y a des Polonais. Je vais à Ivry, il y a des Brésiliens. Tu vois, tu sais, frère, c'est mélangé, les quartiers, les banlieues de France. Il y a une richesse de culture, mais inépuisable, frère. Et quand tu vois qu'ils nous poussent au communautarisme, je pense pas que ce soit la meilleure des solutions. D'accord. Et tu dis dans le morceau seul, il parle de nos vies sans nous connaître, il ne redire même pas le film entier. Mais est-ce que toi, tu te verrais comme un porte-parole des banlieues, entre guillemets, quand il y a des sujets sur lesquels tu peux intervenir, qui sont liés à ta communauté, soit de banlieusards, ou soit de quelqu'un d'issu de l'immigration? Tu te vois intervenir en plateau, venir parler, etc., en tant que porte-parole, entre guillemets? Je pourrais le faire. On m'a déjà appelé plusieurs fois. Mais après, le problème des médias français, c'est
c'est un jeu à double tranchant parce que tu sais jamais s'ils t'appellent pour te donner pour te laisser t'exprimer, tu vois, ou pour justement se servir de toi pour taper sur la banlieue et continuer à enfoncer le clou. Tu vois le délire? C'est là où c'est ambigu, c'est là où, tu vois, c'est là où on se méfie beaucoup des médias, des grands médias, tu vois, des médias généralistes plutôt, tu vois. C'est ça qui fait peur, tu vois. Bah, récemment, on m'a appelé, moi, il y avait une émission là, On n'est pas couché, où j'ai vu qu'il y a Youssoupha qui est intervenu là, récemment. On m'avait appelé pour cette émission-là. Quand j'ai su que c'était pas en direct, j'y vais pas, frère. Tu vois le délire? C'est plein de choses comme ça qui font que... Ah, t'as pas envie que ton témoignage, entre guillemets, soit coupé, recoupé. Ouais, ça fait peur, frère. Parce qu'aujourd'hui, avec une caméra, tu fais dire ce que tu veux aux gens, frère. Tu vois? Tu coupes des mots, tu coupes des phrases, tu fais... Et on l'a déjà vécu, on nous l'a déjà fait. Moi, j'étais déjà une fois avec... j'étais sur un plateau télé avec Mokobe, on était chez Fogiel. Et c'était pas enregistré. C'était pas en direct, pardon. Et le mec, il m'a fait dire ce qu'il voulait, frère. J'étais choqué. Il coupait, il mettait même des réponses qui n'étaient pas adaptées à la question, tu vois. C'était même pas les mêmes trucs. Donc, tu vois, quand tu vois ça, tu te dis, frère, c'est dangereux la télé, tu vois. Et tu as peur que le message il soit mal perçu, tu vois. Après, je préfère, plutôt que d'aller essayer de représenter les banlieues dans les médias, je préfère être sur le terrain. Frère, je suis impliqué à la ville de Vitry, je suis impliqué dans des associations, sans forcément en parler, être là, ouais, regardez. Non, je fais du travail de fond, je fais du travail de terrain. C'est là où les gens ils ont besoin de nous. Ils ont besoin d'exemples, de banlieues, de mecs issus de banlieues qui ont la réussite. Tu vois, avec le 113 et Jérémy Ménez, on a créé le Noël des quartiers. C'est une symbolique, tu vois. C'est tous les mois de décembre, ça fait 5 années que ça dure. C'est la 5e édition. On a créé ça il y a 5 ans. On réunit les jeunes des quartiers. On fait des tournois de foot. On leur offre des cadeaux. Ils rencontrent des artistes, des footballeurs, des comiques, des rappeurs, etc. Et ça, pour moi, c'est ça la vraie richesse. C'est ça qu'il faut partager avec les jeunes de banlieue. C'est les expériences de vie. D'accord. Et pour en revenir au projet, est-ce que tu t'es fixé des objectifs de vente? Pas vraiment, franchement, frère, pas vraiment. Après, moi, ma phrase préférée, c'est « il est jamais trop tard ». Donc, tu vois, il peut y avoir des disques qui marchent plus que d'autres moins. Mais c'est pas pour ça que je vais arrêter de faire de la musique. Donc, c'est pas mon objectif premier, c'est pas de péter le score. Maintenant, si bien sûr, il y a des enjeux derrière financiers. Donc, il faut qu'on fasse un minimum de ventes pour pouvoir rembourser tout le monde, payer les équipes, etc. Ne pas décevoir le label, tout ça. C'est dans ce sens-là où c'est important de vendre des disques. Maintenant, c'est pas 50 000 albums qui vont changer ma vie, frère. Je vais pas te mentir. Tu vois. Mais t'as pas une certaine pression quand tu vois qu'aujourd'hui, les chiffres ont pris une importance un peu plus conséquente qu'avant? Non, frère, franchement, non. Pourquoi? Parce que les gros chiffres, je les ai faits, tu vois. Donc, on verra. On verra les artistes d'aujourd'hui qui débutent leur carrière. On verra où ils seront dans 20 ans. On verra combien de disques ils vendront, frère. Tu vois le délire. T'en as combien, là, toi, d'albums, en tout? Frère, je sais pas, peut-être une quinzaine, vingtaine, en tout. Et il y a presque autant de disques d'or au mur chez moi, frère. Je vais pas mentir, je sais plus où les mettre. La vérité. J'ai un bureau à la maison, j'ai une pièce dont je me sers comme bureau. Il n'y a plus de place, frère. À la finale, j'ai tout enlevé, je dis. C'est bon, on les mettra... on fera une galerie, comme le Real ou comme le Barça. Galerie des trophées, tu connais. Ouais. Et t'as un dernier mot à ajouter, Rimka? Franchement, non, mais j'ai quelque chose quand même à rajouter. À Rap Elite, déjà, premièrement, grand respect à vous, parce que c'est un site internet que j'ai vu évoluer. Vous m'avez interviewé il y a longtemps. Dans les débuts, vous étiez en train de commencer tout ça.
Et j'ai senti qu'il y avait une envie, j'ai senti qu'il y avait une vraie... il y avait quelque chose, il y avait une motivation. Et de vous voir là, plusieurs années après, carré, propre, petit micro, machin, les caméras, les trucs, je vois vos interviews passer. J'entends souvent dire que vous êtes parmi les meilleurs intervieweurs du rap français. Et ben franchement, ça c'est quelque chose que j'ai envie de souligner aujourd'hui. Franchement, bravo à vous les frères, respect. Et aussi à tout votre public, tous les gens qui vous suivent, tout ça, je les invite à aller écouter Monster et d'aller au-delà de tous ces trucs de merde, de buzz, de clash, de tout ça, quoi. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, la musique, c'est plus que ça. C'est plus que 3 clics sur Internet ou d'embrouilles entre rappeurs c'est plus que tout ça. C'est la musique de la banlieue, c'est la musique des ghettos et il faut la monter le plus haut possible. Voilà, frérot. Je pose mon front sur le sol. Frérot, je suis solo. La vie ne fait pas de